Bismillah. Voilà. Donc, مرحبا بأمينة عاشور. ألف مرحبا. غادي نقدمها شوية. Je vais un petit peu présenter un tout petit peu Madame Amina Achour. Et donc, elle est professeure de lettres et arabe. Elle est membre de la chaire ICESCO, lettres et arts comparés. C'est une militante féministe. Et surtout, moi, elle est liée à Kilito. Elle a écrit Wahed Kilito en question, c'est un essai, c'est un entretien-essai avec le professeur Al-Fatah Kilito, qui, au-delà de la simple analyse littéraire, elle nous fait découvrir l'homme et sa pensée. Et pas n'importe de quel homme. Il fallait vraiment quelqu'un de son calibre pour nous présenter Kilito. Voilà. Alors on dit de Kilito, le colporteur du travail des anciens sans pour autant négliger les modernes. Là, je parle de Kilito. Elle a été son étudiante d'abord. Et voilà. Donc, à la croisée des chemins. Le livre a été publié à la croisée des chemins. Aujourd'hui, elle publie son premier roman, toujours chez à la croisée des chemins. Et en lisant le livre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Kilito. Pourquoi? Parce que pour lui, quand on parle d'exergue, les citations, les exergues, les citations, il nous avait dit, quand vous avez lu l'exergue dans un livre, les citations qu'il y a au début, vous n'avez même pas besoin de lire le livre. Elles disent tout. Les exergues, elles disent tout. Conclusion. Pardon? Conclusion. La conclusion. Le résumé du livre, absolument. C'est le résumé du livre. C'est absolument. C'est le résumé du livre. Donc, si je regarde, et c'est tellement vrai, parce que j'ai travaillé sur le livre, je m'étais pas arrêtée sur et j'ai travaillé sur le livre, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai écrit, mais quand je suis revenue aux exergues, aux citations du début, eh ben, elles sont le livre. Donc, elles sont le livre. Donc, les exergues disent que la première, pour le dire clairement, tout n'est pas malentendu. Tout n'est que malentendu. Tout n'est que malentendu. Tout n'est que malentendu. Dès notre naissance et aussi longtemps que nous existons, nous n'arrivons pas à nous dépêtrer de ces malentendus. Nous avons beau nous démener, ça ne sert à rien. D'accord? Alors, il y a beaucoup de lucidité, la première exergue. Une lucidité douloureuse puisqu'elle nous dit ça ne sert à rien. Donc, il y a une lucidité douloureuse entre les cris, entre l'écart que nous imaginons et le réel que nous vivons. Voilà. Et dans la deuxième exergue, elles se parlent, ces deux exergues, d'accord? Donc, nous avons cette lucidité. Et puis, dans la deuxième exergue qui dit, l'amour repose souvent sur un malentendu. Nous avons un vrai pouvoir de fantasmer le réel. Alors, encore, nous avons un vrai pouvoir de fantasmer le réel. Ici, nous sommes dans l'illusion. Mais l'illusion nécessaire. On a besoin de cette illusion. D'accord? Voilà. Donc, selon Kilito, les exergues sont toujours puissantes et donnent un aperçu condensé de l'essence d'un livre. Elle résume en quelques mots les thèmes. Il a été résumé dans ces deux exergues. Elle résume en quelques mots les thèmes principaux et la philosophie de l'œuvre. Et c'est exactement ce que Amina Achour fait dans ce livre. Et là, je vais vous lire ma présentation. Et c'est même pas une présentation. Je suis allée au-delà de la présentation cette fois. D'accord? Donc, mal entendu, il y a une petite erreur, ne la regarde pas, un accent, tu fais bizarre Alors, dans mal entendu, premier roman d'Amina Achour, l'autrice propose une réflexion profonde
sur les choix de vie, le bonheur et l'acceptation de soi. À travers le personnage de Malika, le récit met en scène une crise existentielle, nourrie par la confrontation entre les idéaux sociaux et la réalité vécue. Loin d'un simple roman d'intrigue, Mal entendu se distingue par une écriture, et je vais m'appuyer sur l'écriture pour parler de cette œuvre. Alors, Malentendu se distingue par une écriture introspective et lucide qui déconstruit les illusions collectives pour mieux révéler une vérité intérieure. On peut alors se demander comment l'écriture de Malentendu transforme-t-elle la désillusion de Malika en une réflexion littéraire sur l'acceptation de l'imperfection humaine. Alors, je l'ai fait à travers 3 formes d'écriture dans le roman. Il y a il y a une écriture introspective qui plonge le lecteur dans la conscience de Malika. On va rentrer dans la conscience de Malika. Le roman repose principalement sur une focalisation interne qui permet au lecteur d'accéder directement aux pensées, aux doutes et aux contradictions de Malika. Le récit épouse son regard sur le monde et sur les autres, créant une proximité émotionnelle forte. Cette immersion donne à lire non pas une suite d'événements spectaculaires, mais une crise intérieure. À un moment donné, je crois, dans les premières pages, elle va dire « Qui suis-je » L'écriture est marquée par une réflexion fragmentée, proche du monologue intérieur, traduisant l'instabilité psychologique du personnage. Malika nourrit des passions construites sur l'imaginaire, plutôt que sur le réel. Alors, on nous dit, Malika avait nourri une passion basée sur des songes, des suppositions. La chute qui s'ensuit, alors, comme inévitable, soulignant l'écart entre la vie rêvée et la vie vécue, cette écriture introspective permet de rendre sensible la dépression et le désenchantement, sans pathos excessif, mais avec une grande justesse psychologique. Donc, après cette première écriture introspective, nous avons un autre type d'écriture. C'est une écriture critique et ironique pour déconstruire les idéaux sociaux. C'est la seconde phase. C'est dans cette deuxième écriture qu'on va la voir déconstruire à travers une écriture critique et ironique. Elle va déconstruire les idéaux sociaux. Amina Achour utilise une lucidité parfois ironique pour remettre en cause les normes sociales profondément ancrées, notamment celles liées au mariage et à la fidélité. Le texte déconstruit ces croyances en les ramenant à leur dimension historique, et illusoire et infantilisante. Alors il nous dit, je crois que c'était son mari, il dit, à 4 ans, on croit au Père Noël. C'est William, son ami. William. À 4 ans, on croit au Père Noël. À 20 ans, on croit au mariage. D'accord. C'est la page 113. Cette formule volontairement provocatrice met sur le même plan 2 croyances irrationnelles, soulignant l'absurdité de la sacralisation du mariage. Le roman va plus loin en contestant l'idée même de la fidélité éternelle. Elle nous dit, toujours en page 113, on ne pouvait, selon lui, demeurer fidèle à une même personne toute sa vie. C'est juste absurde. C'est ce qu'elle nous dit, hein. Mais je le dis avec beaucoup de... Non, je suis pas engagée. À travers ces prises de position, l'écriture oppose constamment
le rêve et la réalité, révélant que le choix de vie, mariage, célibat ou union libre, sont tous imparfaits car fondés sur des idéaux. Les personnages secondaires, les parents dans le livre, les grands-parents, Soha, M. Marciano, le professeur, William, incarnent cette diversité de trajectoires décevantes, renforçant la portée universelle du propos. Et à travers le troisième type d'écriture qu'elle va utiliser dans ce roman, c'est une écriture sobre qui conduit à l'acceptation du présent. Alors progressivement, le style du roman évolue vers une sobriété apaisée, accompagnant la transformation intérieure de Malika. Après la désillusion et la souffrance, le texte valorise les instants simples et ordinaires, loin de toute quête d'idéal. Alors, on nous dit dans le roman, les moments les plus heureux sont les petites choses. Cette simplicité stylistique reflète une nouvelle posture existentielle, vivre le présent sans attendre qu'il corresponde à un modèle préfabriqué. Le roman pose alors implicitement une question essentielle. Faut-il accepter le choix du moment présent et le vivre pleinement sans rien attendre? L'évolution de Malika souligne ainsi l'importance de l'acceptation de soi, de ses choix et de leurs limites. L'écriture devient un espace de réconciliation avec l'imperfection, où le renoncement à l'idéal ouvre la voie à une forme de lucidité sereine. En conclusion, je vous dirai, par son écriture introspective, critique et sobre, donc les trois types d'écriture, malentendu, fait de la désillusion de Malika une véritable matière littéraire. Elle est professeure de littérature. Amina Ashor déconstruit les illusions sociales liées au bonheur et à la réussite pour montrer que toute vie est imparfaite. Le style du roman, en accompagnant l'évolution intérieure de l'héroïne, invite le lecteur à repenser sa propre définition d'une vie réussie et accepter le réel tel qu'il est. Malentendu s'impose ainsi comme un roman profondément humain et universel. Merci Amina Achar. Je réagis à ta oui. Alors tout d'abord, je remercie vraiment sincèrement et profondément Leila Bin pour son invitation. Je remercie également tous les gens présents ici. La jeunesse, oui. Et moi, je fais partie d'eux. J'étais extrêmement contente lorsque Leila m'a contactée pour m'inviter à son salon, que je suis de loin parce que je suis à Rabat. J'ai assisté 2 fois en présentiel, comme on dit, et depuis je le suis. Je suis assidue. Je le suis parce que j'adore le sérieux de ce salon, vraiment, et la rigueur. Donc, j'ai été très contente d'être invitée et je remercie tout le monde ici à Marrakech et bien sûr l'accueil de Leila et sa bienveillance est formidable. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup Leila pour cette vraiment lecture extraordinaire, vraiment. Je vais avoir les chevilles qui enflent. Tu as vraiment, c'est vrai, détaillé le roman, vraiment bien analysé. Et effectivement, tu as allé les points vraiment qu'il faut soulever. Tu les as soulevés et je t'en remercie. Vraiment, c'est une introspection. Et évidemment, comme tout le monde, on suit ce qu'on nous dit. De ce qu'on attend de nous. Moi, j'ai été élevée dans une famille traditionnaliste, marocaine, rbati, et donc on nous vend un package. Évidemment, la fille doit nécessairement se marier, avoir des enfants. C'est comme ça qu'on nous éduque. Et bien sûr, un package
tout, où on nous montre que les belles choses, les bonnes choses, et la vie nous montre que c'est pas ça. Et moi, je suis mariée depuis 45 ans, depuis 80. Je me suis mariée très jeune, je suis toujours avec mon mari, j'ai mes enfants, mais je vois autour de moi ce qui se passe, même chez des jeunes, des tout jeunes, les amis de mes enfants. D'ailleurs, j'ai ma fille qui ne veut pas se marier parce que toutes ses copines divorcent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a été bercés par le mot sbar, le marasat sbar. Eux, ben non. Ils ont été éduqués d'une autre manière. Voilà, donc ce package qu'on nous vend depuis qu'on est petite, eh ben, c'est pas toujours vrai. En tout cas, j'ai beaucoup aimé votre livre. En tout cas, merci déjà pour votre présence au milieu de nous. C'est toujours un privilège de pouvoir discuter avec un auteur ou une autrice après avoir lu son livre. Ça rend le livre plus vivant d'une autre manière. C'est comme une seconde lecture, mais plus humaine. Et c'est très intéressant. Dans le livre, au-delà du titre qui était déjà très intriguant dès la base, ce qui m'a marqué du début jusqu'à la fin, c'était Malika elle-même, sa personnalité et le trajet de vie. Le livre, le livre en quelque sorte, il est pratiquement une biographie de Malika, plus que juste un roman ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une biographie. On la voit enfant et on la voit grandir. On la voit enfant physiquement, mais on la voit aussi enfant dans le domaine du relationnel ou de l'amour ou de la relation, des choses de ce genre. Et on la voit grandir progressivement. On la voit enfant, comment elle joue avec les autres, comment elle est entre deux mondes, entre le monde de sa famille, qui est un peu d'une autre époque, d'une autre culture, et le monde de ses camarades. Je pense à l'amie française qu'elle avait, Odile. Elle rentrait dans la voiture de sa mère, elle enviait même la mère, elle disait pourquoi je n'ai pas une telle mère et autres. Vraiment, cette situation de vie-là, je pense que beaucoup d'enfants l'ont vécu, surtout dans ce genre d'école et tout. Et c'est assez intéressant de voir son enfantillage dans tout ça, voir sa progression d'étape après étape. Je pense que j'ai été marqué par une phrase, je pense, elle est par rapport à son enfance dans la page 60. La phrase a beaucoup résonné, tant elle ne s'arrête pas juste à elle, mais qu'elle peut être généralisée, elle peut toucher d'autres domaines. C'est par rapport à la cruauté des enfants, si je ne me trompe pas, que je la retrouve, cette phrase. Oui. Page 60. Les enfants, comme les politiciens, se rallient toujours au plus fort. Les enfants, comme les politiciens, se rallient toujours au plus fort. Et c'est vraiment marquant. On a souvent cette tendance-là à trop, j'ai envie de dire, trop diviniser, donner excessivement de bonté à l'enfant, qu'on oublie de remarquer que l'enfant ne fonctionne même pas comme nous du tout. L'enfant a une autre... Et c'est pourquoi les enfants peuvent être parfois très méchants les uns avec les autres. Et c'est ça qui ressort vraiment. L'enfant se met toujours aux côtés du plus fort, pas aux côtés de celui qui a raison, pas aux côtés de celui qui est marqué, mais aux côtés du plus fort, parce qu'il ne prend pas, il n'a pas le sens de la mesure de l'émotion de l'autre. Et cette remarque, elle est intéressante, parce qu'on se rendra compte après que relationnellement parlant, que Malika parfois aussi va manquer ce tact-là de regarder la personne touchée. À plein d'égards, on va le voir plus tard avec Monsieur Marciano, qui après, elle ne saura pas se rendre compte de ce qu'il est en train de vivre. Oui, tout à fait. À plein d'égards, je pense même que c'est le même procédé avec son mari. Que ce soit au niveau relationnel, elle commence d'abord comme une enfant, une sorte de naïveté dans l'amour. Elle y va, elle tombe amoureuse d'Amine, mais elle est trop enfant pour remarquer ce qu'est Amine, pour soupçonner quoi que ce soit à Amine. Et passe au-delà de ça, elle ne remarque pas parce qu'elle est dans ce qu'elle fantasme, comme vous l'avez dit dans l'exergue au départ. Elle est dans son fantasme de ce qu'elle souhaite. Elle ne peut pas le voir parce qu'elle a déjà créé une représentation de lui. Et donc elle progresse comme ça dans la relation et tout. Et elle va atteindre l'adolescence lorsqu'elle va se rendre compte qu'il l'a trompée. Mais même là, elle n'a pas la maturité. Parce qu'elle n'a pas le temps de penser l'autre. Elle est tournée totalement sur elle, comme un enfant.
tout ce qui compte, c'est elle. Et elle ne sait pas regarder l'autre. Et même lorsqu'elle sera avec sa famille, elle se plaindra, elle aura l'impression qu'ils sont pas assez modernes, pas assez déconstruits. Or, à ce moment-là, bien qu'elle soit adolescente, elle n'est pas encore assez mature pour se rendre compte qu'elle-même, elle n'est pas déconstruite. Parce que si elle était déconstruite, elle aurait remarqué les choses. Et on va voir même cette adolescence et ce manque de déconstruction-là avec son amie Sora. Lorsqu'elle se retrouve couchée quelque part avec Sora, À la fin. oui, et qu'elle regarde, qu'elle a l'impression que Sora regarde son cou, elle ne donne pas de la légitimité premièrement à ce que peut ressentir Sora. Mais elle est tellement outrée parce qu'elle pense qu'à elle à ce moment-là. Or, à ce moment, elle est en train de rentrer dans la même vague que ses parents, dans ces pensées un peu antiques. Elle n'est pas moderne, bien qu'elle se croie moderne. Elle a fini de crier sur sa mère, se plaindre de la société. Oh, la société est trop rétrograde. Mais là, c'est elle qui est rétrograde. Et elle ne s'en rend pas compte. Et elle va s'offusquer. Sora, elle n'a rien fait de mal. Elle n'a même pas essayé quelque chose. Elle a juste regardé. Et elle va lui en vouloir. Elle va se sentir gênée dans la... Et ça va créer tout un problème qu'elle va laisser passer en dessous avant de pouvoir réparer. Et on voit vraiment comment elle progresse. Même son rapport au corps aussi progresse. Et un rapport, lorsqu'elle est enfant, son corps, c'est le corps qui peut avoir mal dans des accidents. Qui peut avoir mal lorsqu'elle essaye de faire semblant de patiner ou quelque chose de ce genre. Mais lorsqu'elle grandit, lorsqu'elle passe à l'adolescence, son corps, ça devient le corps d'une femme. Et c'est flagrant le nombre de remarques qu'elle a avec le rapport à son corps. Elle est complexée par son corps. Elle compare son corps au corps de Mia, je pense. Et on voit très rapidement les choses par rapport au corps de femme. Juste l'aspect de sa poitrine, ça l'obsède. J'ai vu, je pense que je n'ai même pas recensé toutes les mentions. Page 12, elle parle de sa poitrine. 47, elle parle de sa poitrine. 76, elle parle de sa poitrine. 85, elle parle de sa poitrine. Mais allez, Moi qui suis obsédée. non, c'est Malika qui en fait a un rapport au corps et qui est tout à fait normal en tant que femme. Et ce qui est marquant, c'est au moment où le rapport au corps commence, à l'adolescence. Et puis il progresse jusqu'au moment de la grossesse. Et lorsqu'elle passe à l'adolescence côté amour, donc lorsqu'elle est trompée entre grippe ou trahie par Amine, une trahison qui était anticipable, à ce moment-là, elle a un autre rapport au corps. Elle veut redevenir ce qu'elle était physiquement. Elle passe par la chirurgie, par ceci, par cela, et là on voit encore certaines mentions de son corps. Mais après qu'elle arrive à un certain âge, même dans le relationnel, son corps ne l'observe plus. Elle oublie son corps, je pense, dès les pages 120, comme ça. Elle ne parle plus vraiment de son corps. Son corps n'est plus un problème, ni un atout. Elle ne le regarde même pas. Elle parle parfois de son accoutrement, mais plus dans le sens où il exprime sa pensée, sa quête de modernité, lorsqu'elle arrive aux États-Unis et autres. Mais elle n'a plus le rapport, pratiquement plus le rapport au corps. Le seul rapport qu'elle garde au corps, c'est le rapport au corps de l'autre. Lorsqu'on va voir, par exemple, William déambuler dans la pièce en slip ou en caleçon, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Caleçon, c'est plus. Et donc, Allez, on y va, continue. et donc son rapport au corps, on voit vraiment, c'est pourquoi je dis c'est vraiment l'histoire. Hein? L'histoire de son âge, l'histoire de son rapport relationnel, l'histoire de son rapport à son propre corps. Et on voit vraiment cette croissance-là, ce changement-là qui s'illustre au travers de ses actions et de ses réactions. Même aussi, au-delà de ça, on se rend compte que c'est juste vers la fin, parce qu'au final, elle acquiert la maturité au corps. Elle arrête de trop regarder son corps. Elle commence à avoir une certaine maturité en âge. Elle a fait grandir ses enfants et tout ça. Mais c'est vers la fin qu'elle commence à avoir sa maturité relationnelle. Qu'elle commence à penser l'autre. Et c'est là où rentre maintenant la notion de malentendu. C'est-à-dire, elle n'a pas bien entendu le mal avec l'accent, et elle a mal entendu le mal avec l'accent, justement. Et ça se voit parce que durant toute son adolescence relationnelle, bien qu'elle était adulte physiquement et en âge, elle ne savait pas regarder l'autre. Parce que l'erreur qu'elle a faite avec Amine, elle a répété avec Marciano.
Elle était obsédée par son corps, qu'elle a fini par croire que c'était Marciano qui était obsédé par son corps. Que c'est Marciano qui la regardait, elle a cru que Marciano était amoureux. Le problème, c'était lui. Elle a écouté ce qu'elle voulait entendre. Elle a vu ce qu'elle voulait voir. Lorsqu'elle est allée voir la dame, elle s'est dit, ah non, c'est la maman de Marciano qui a fait ci, qui a fait ça. Elle a pris ça pour argent comptant. Elle n'a pas su jauger, su voir au-delà de ce qu'il disait, au-delà de ce qu'il faisait. Et durant toute cette adolescence relationnelle-là, la faute, c'était toujours les autres. Ah non, c'est elle qui est comme ça, non, tel monsieur, il a trompé, il a fait ci. Parce que, en vérité, lorsqu'on regarde l'œuvre, le mal qui était vraiment mal, c'est peut-être le père de Amine, qui a pris la petite, il a détourné pratiquement la petite et tout ça, il l'a mise ensemble. C'est vraiment le mal qui était mal. Parce que tous les autres mâles qui agissent mal, ils agissent mal avec une femme qui est en âge d'agir. Et donc, ils ne peuvent pas être le mal dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire, même lorsque William trompe sa femme, il trompe sa femme avec une autre femme mariée. Donc, ça ne peut pas juste être celui la faute, il y a aussi l'autre qui a la faute. Et à plusieurs reprises, lorsqu'on voit ces histoires, ce n'est pas juste un mal qui a la faute. Mais elle, à ce moment, dans son adolescence relationnelle, la faute, c'est lui. La faute, c'est elle. Elle voit la faute chez tout le monde, sauf chez elle. Elle se dit, elle fait tout bien, elle fait tout correctement. Elle ne se rend pas compte qu'elle a échoué à connaître Amine, elle a échoué à l'aimer, elle a échoué à connaître Marciano, elle a échoué à l'aimer, elle a échoué à connaître Sora, elle a échoué à l'aimer. Bon, elle se rattrape un peu vers la fin, mais partout où elle allait, elle ne savait pas regarder les gens et les aimer parce qu'elle se regardait elle et elle était encore adolescente. Elle était obsédée juste par elle. Et donc, c'est juste à la fin qu'elle revient par rapport à cela. Et parlant de la fin, j'ai beaucoup aimé parce que je n'aime pas les happy endings. La vie n'est pas comme ça. La vie a sa façon d'être à elle. Et j'ai vraiment aimé, par exemple, que Sora, là où vous aurez pu être tenté de finir bien, la Sora qui termine bien, qui publie son documentaire et tout ça, toutes les félicitations, on la voit après dans une crise. Comme quoi la vie n'est pas si rose. On peut finir bien dans un domaine, mais pas dans tous les domaines. Il y a toujours des coquilles quelque part. Et ça, c'est assez intéressant. Et ce n'est qu'à la fin qu'elle obtient sa maturité. Et même à la fin, il a fallu une femme mature pour lui donner d'être mature. Il a fallu Sora à côté d'elle. Elle était à 2 doigts de sortir de cet endroit sans connaître la vérité. Faute d'attention. C'est Sora qui lui dit, mais en fait, c'est un homme que tu vois. Ce n'est pas une femme. Et c'est là qu'elle se rend compte que depuis sur la photo, elle n'avait pas remarqué, il y avait des traces de masculinité sur le corps. Elle n'avait pas su voir, elle n'avait rien vu, rien entendu. Elle était passée à côté de tout, même jusqu'à son âge adulte. Et là, c'est Sora qui lui met une loupe. Regarde, en fait, tu te trompes. Tu ne sais pas voir. Tu es rétrograde. Tu ne comprends pas les autres. Elle a juste entendu sa voix. Elle était obsédée par la trahison, ce qu'elle avait vécu. Elle n'a pas pensé à ce que lui vivait. Qu'est-ce qu'il vit? Pourquoi? Elle passe au-dessus de tout ça. Et c'est juste à la fin qu'elle fait finalement un pas dans la maturité et qu'elle se dit, ok, je vais y réfléchir. Et j'aime cette citation que vous avez mise à la fin, qui est plus ou moins, qui résume plus ou moins la vie, la mentalité de Malika à la fin, la maturité qu'elle acquiert. Nicolas de Staël, je sais que ma vie sera un continuel voyage sur une mer incertaine. Incertaine, ça, ce mot-là vaut son pesant d'or. C'est une raison pour que je construise mon bateau solidement. C'est vraiment l'incertitude de la mer qui est très intéressante. Et je ne saurais finir en vous posant une question. Je me suis demandé, vous avez compati avec le mal, avec l'accent circonflexe bien évidemment. Je me demande, est-ce que c'est cette compassion-là qui vous a poussé à finalement vous mettre à la place de Amine au point de lui donner le prénom qui est le masculin du vôtre? Oui, bravo pour votre lecture vraiment très pertinente. Je vous ai dit que ce salon est extrêmement sérieux et rigoureux. Et merci d'avoir évoqué le corps. Effectivement, au début, Malika voit son corps en tant qu'adolescente, elle le compare comme font toutes les jeunes filles. Elle a une copine qui a une poitrine généreuse et elle dit bon, moi j'ai des os plats, etc. Effectivement. Mais après sa trahison, vu l'éducation qu'elle a eue dans une famille traditionnaliste, elle ne voyait qu'un seul schéma de couple. Et ça,
parce que la première partie, c'est une autobiographie. On peut remplacer dans la première partie uniquement. On peut remplacer, merci, on peut remplacer Malika par Emina. Vraiment. C'est la première partie, uniquement la première partie. Vous avez évoqué sa copine Odile, elle veut ressembler à Odile, mais bien sûr, la maman d'Odile, elle représentait tout ce que Malika rêvait d'être. Elle était belle, elle s'habillait à l'européenne, elle avait les cheveux, elle les teignait à l'époque, elle les voyait souvent d'une couleur différente, elle mettait des lunettes de soleil en bandeau sur la tête. Et Malika a vécu d'une famille traditionnaliste, où sa mère elle met djellaba quand elle veut sortir. Bon, djellaba évidemment élégante et tout, mais elle ne mettait pas de robe. Et d'ailleurs, justement, elle voulait tellement s'assimiler à Odile, aux petites françaises, parce que imaginez, moi on m'a invité à Bordeaux pour parler de mon livre, et j'ai intitulé ma présentation comme Exil sans départ. Pour moi, tous les matins, j'allais à l'école française, c'était un exil pour moi. Et très petite, à l'âge de 2 ans et demi chez les sœurs, et ensuite à l'école Paul Cézanne à Rabat, ce qu'on appelait la mission française. Alors, tous les jours, c'était d'une très grande violence. On me parlait dans une langue que je ne comprenais pas, on m'apprenait des choses que je ne connaissais pas, et j'étais pas préparée à ce milieu. Donc moi je voulais rester chez moi, où j'étais bien, où j'étais choyée. Là-bas j'étais tout le temps engueulée parce que je ne suivais pas, parce que j'étais nulle. En plus, dans les... c'est tout à fait ça. J'étais vraiment nulle dans les petites classes. D'ailleurs, c'est vrai cette histoire de... Quand la maîtresse pose la question, quand 2 verbes se suivent... Le troisième, Myriam, elle va rentrer tout de suite. Ma fille, elle me le disait quand elle était jeune, quand 2 verbes se suivent, peut-être rouler, le troisième se met à la fille. Elle va rentrer tout de suite de Jdida. Et mais pourquoi tu sautes au troisième? Elle me dit c'est faux. Je lui dis non, parce que c'est vrai que tous sont à l'infinitif. Mais c'est pas moi, si vous voulez, je vous lis le passage quand la maîtresse m'a Il est génial. Elle me dit quand est-ce qu'on met un verbe à l'infinitif. Alors j'ai dit quand 2 verbes se suivent. Et comme j'étais nulle, elle était contente, elle m'a encouragée. Oui, alors quand 2 verbes se suivent, le troisième se met à l'infinitif. Et c'est juste. Le troisième se met à l'infinitif. Pour moi, il faut qu'il y ait un troisième pour se mettre à l'infinitif. Si 2 se suivent, il faut un troisième. Ou le quatrième ou le cinquième, ou le deuxième à l'infinitif. Pourquoi le deuxième va se mettre à l'infinitif? Le deuxième, on le suit. Voilà, il faut le suivre. Alors même la maîtresse, elle a rigolé, un gloussement et tout ça, mais elle voulait pas le montrer devant la classe, mais elle avait le fou rire en fait. Et j'entendais dans toute la classe, quand 2 verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Tout le monde connaissait la règle, sauf moi. C'était incroyable. Et donc, c'est vrai que cette ça rappelle des choses. Allah va pas rentrer maintenant. Elle a ça le sidéré, moi je riais pas. Quand elle me dit le troisième semaine. Et pourquoi elle vois la même lui a dit de ne pas regarder les éléphants? Ça, c'est vrai. Je voulais m'appeler Françoise aussi, c'est vrai. C'est vrai, parce que je voulais... C'est une autre question, ça c'est l'identité, vraiment, qui... Devant les petites françaises, moi je voulais aussi être de mère française. Et donc j'ai menti. Je leur ai, apprenant que les enfants mixtes avaient 2 prénoms, je leur ai dit, je m'appelle Emina et Françoise. Alors là, le mot Françoise, ça ressemble à française, à France. Et évidemment, quand on m'appelait pour aller à l'école, en dehors de l'école, quand on m'appelait, j'oubliais que j'avais menti. Et jusqu'au, évidemment, un jour, le poteau rose va être découvert. C'est là où je parle des politiciens qui se rallient, parce que, évidemment, mon frère et ma soeur sont rentrés de l'école et ils se moquaient de moi. Maman, Françoise a faim, Françoise veut dormir. Évidemment. Et là, c'était la risée à la maison. Et c'est vrai, ça a duré quelques jours. Et après, ça s'est tassé. Et je voulais pas que mes parents, évidemment, j'allais les trahir.
Moi qui m'appelle Amina, mon père me dit c'est la mère du prophète. Mina Wildato, Halima Rabbato. Qu'on lui dise qu'elle veut s'appeler Françoise, mais il va se tirer des balles. C'est pas possible. C'est incroyable. À chaque fois quand je lui disais, mais pourquoi vous m'avez donné ce nom Amina? Il me dit, mais Amina c'est la mère du prophète, etc. Donc évidemment c'était trahir non seulement mes parents, et puis aussi l'arrivée à l'école. Donc, alors pour revenir à votre question, mal entendu, bon ça ne reflète pas, je trouve, le titre ne reflète pas tout à fait le livre. Il n'y a pas que le mal avec qui il y a des malentendus. Comme vous l'avez évoqué, il y a le malentendu avec Sora. Bon, elle a senti que Sora avait aussi des penchants quand même. D'ailleurs, ça va se voir dans le livre. Et il y a aussi le malentendu avec la famille, justement, avec sa mère. Sa mère qui reste dans les conventions sociales, dans la doxa sociale. Il ne faut pas divorcer, il ne faut pas faire ceci. Ça, je parle de la mère de Melika. Donc, effectivement, il faut justement, comme on a dit, il faut se barrer, il faut pas faire de remous dans ces familles. Voilà, il ne faut pas faire de remous. L'image, il faut sauvegarder l'image. Il faut toujours, on est dans l'hypocrisie sociale. Voilà, c'est ça que je voulais aussi parler de ça. J'ai été éduquée autour de moi, j'ai vu des femmes souffrir qui ont des vies incroyables et très très malheureuses, et pour sauver la face, elles devaient partir, elles ne partaient pas, elles restaient. Et la mère de Melika, elle lui donnait tous les exemples possibles, celle-là dont le mari est ivrogne, il se saoule, elle coupe pour élever ses enfants. Oui, elle n'écoute pas. J'ai beaucoup aimé l'exemple de celle dont qui finalement a perdu son mari face à sa maîtresse. Ah oui, et ça c'est une histoire vraie. Alors, c'est un livre de fiction, mais toutes les histoires sont vraies. Toutes sont arrivées, les photos. C'est arrivé à une cousine. Elle voulait développer, à l'époque il n'y avait pas encore les portables et tout ça, elle voulait juste développer des clichés d'un voyage qu'elle a trouvé dans la veste de son mari. Et c'est là où elle a vu qu'il l'a trompée avec... Et justement, elle ne voulait pas d'explication parce que la photo, c'est une preuve pour elle tangible. Il n'y a pas d'autre preuve. Il va l'embobiner, il va lui mentir. Qu'est-ce qu'il va dire devant une preuve? Bon, évidemment, lui, c'était avec une vraie femme. Il n'était pas homosexuel. Mais la manière dont a été éduquée Melika, et ça c'est un peu moi aussi, eh bien vous allez rigoler. Je vous assure que j'ai connu l'homosexualité que lorsque je me suis mariée et j'ai été aux États-Unis. Parce que j'ai vécu quelques années, mon mari faisait un PhD aux États-Unis et on a été aux États-Unis. Et c'est la première fois à l'âge de 20 ans que j'ai découvert l'homosexualité. On n'en parlait pas. Ça existait, tout le monde savait que ça existait, mais nous, dans les familles bâties, quand les adultes voulaient en parler, eh ben c'était entre eux. Le jour où j'ai été dans une boîte où j'ai vu des homosexuels, des hommes, mais vraiment grands et tout, et qui s'embrassent, mais j'étais comme ça. Et mon mari me dit, mais arrête de regarder comme ça, mais quoi? C'était vraiment, comme on dit, la robif, je sais pas où. C'est vrai. Donc pour elle, si elle ne connaît pas, quand elle voit une silhouette filiforme avec des cheveux comme ça et tout, eh ben elle pense que c'est une femme. Et c'est ça, et elle perd, et évidemment c'est la descente aux enfers. Elle qui a été bercée dans son adolescence par une petite maison dans la prairie, elle pensait construire la famille idéale, et c'est vrai, et elle se trouve devant cette... Et ça c'est ce qu'on rencontre très souvent. C'est des choses très courantes autour de nous. Elle a été trahie par son mari. Elle découvre la trahison. Mais c'est la descente aux enfers pour elle. Elle ne s'imaginait pas. Et elle avait une dada qui lui racontait qu'elle était tellement jolie, qu'elle allait avoir un destin extraordinaire, etc. On l'a bercée de choses incroyables. On lui vendait des choses qui n'existaient pas. Et comme j'ai dit, le package, quoi. Et donc, c'est la descente aux enfers. Et c'est en voyant cette photo de cette femme filiforme, longiligne, qu'elle a voulu
qu'elle commençait à détester son corps et qu'elle a subi, elle est passée au bistouri. D'abord les seins, galber les seins, ensuite elle voit que son ventre est flasque, ensuite elle passe au ventre, etc. Donc elle n'avait plus confiance en elle. Et ça arrive aussi, parce que la femme, elle pense toujours que c'est à cause d'elle, parce qu'elle n'est plus désirable, etc. Donc, j'ai aussi une histoire, bon, que je n'ai pas racontée, parce que après la sortie du livre, je l'ai apprise. Et une très jeune femme, une amie à ma fille, qui après la trahison de son mari, tellement elle ne pouvait pas l'attendre qu'elle a eu un cancer au sein. Mais c'était 6-7 mois après. Je veux dire qu'on perd tellement confiance, on se croit tellement peu désirable que ça a des répercussions sur le corps, ce stress. Chacun comment il... Oui. Et donc, Malika est une résiliente. De l'erreur de l'autre. Oui, oui. Et tu commences une autodestruction. Une autodestruction. C'est tout à fait ça, une autodestruction. Mais par rapport à ça, je me demandais aussi, vous avez dit que la première partie du livre, c'est votre histoire vraiment. Vous êtes un peu Malika dans cette première partie. J'aimerais savoir, est-ce que votre grand-père, il est aussi le grand-père de Malika? Oui, mon grand-père, c'est mon grand-père, c'est vrai. Il a vraiment eu l'histoire avec les Montserrat? Oui, avec les... Oh là là. Oui. Vous avez vraiment... Secrétaire. Ouh là là, il Alors. avait Non, alors... L'espagnol. Non, attendez. Oui. Qu'est-ce qui est romancé là-dedans? Alors, ça, c'est romancé. L'histoire de mon grand-père. Déjà, petite, Malika était très proche de lui. J'étais très proche de mon grand-père. J'étais, bon, on va dire, la petite fille, la première petite fille choyée. Très choyée par la famille, la première petite fille. Donc, mes oncles étaient grands. Le dernier était déjà très grand. Un adulte, donc très âgé plutôt. Et donc, elle était très proche de son grand-père. Et il lui racontait, c'était pas l'Espagne, mais à l'époque, d'après ce qu'il me disait, qu'à partir de Tanger, c'était l'Espagne. Il y avait même la frontière. Et lui, effectivement, il vendait les babouches, il faisait la tannerie, les babouches qu'il vendait, et ça commençait à... ça marchait très très bien pour lui, et au moment où il y a eu évidemment les Français qui sont rentrés, et les chaussures, que tous les Marocains commençaient à mettre des chaussures, c'est là où son commerce a commencé à péricliter. Et effectivement, il allait jusqu'à Tanger, et peut-être au-delà, mais je crois qu'il n'a jamais traversé. Ça, il ne me l'a jamais dit. Je ne sais pas. Mais à partir de Tanger, c'était un territoire espagnol. Il vendait ses babouches. Et je soupçonnais que c'était la belle vie par là-bas et tout, donc j'ai romancé. J'ai dit tout ça. Oui, voilà. C'est pas une histoire. L'histoire d'amour aussi, oui, c'est romancé. oui, l'histoire d'amour, c'est romancé. Et le vol de cadavre, c'est aussi romancé? Oui, c'est romancé, le vol de cadavre, mais la femme, c'est vrai que son mari a eu une crise cardiaque, et quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a trouvé une seconde épouse dont elle ne connaissait pas l'existence. Pas du tout. Elle ne savait pas qu'elle était... Et elles se sont disputées à l'hôpital parce que chacune d'elles voulait que la levée du corps se passe chez elle. Et donc, il a fallu l'intervention du médecin pour trancher. Et il n'y avait rien dans le livre. Là, dans le livre, il n'y avait pas le truc en bois. Mais moi, j'ai évidemment pour les besoins. Avec un mannequin. Mais oui, ça c'était pour les besoins de l'écriture. Il faut pousser un petit peu, caricaturer. C'était très poussé. Je me suis dit, mais là, on est pratiquement dans un film de James Bond. À quel moment ils ont fait rentrer, ils ont changé le corps, ils ont changé le. Je me suis dit, waouh. Je n'ai pas grand-chose à dire, encore une fois. Mais déjà, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que c'est très beau la veste que vous mettez. C'est une veste que j'ai achetée en Ouzbékistan. Intéressant, c'est très beau. J'ai trouvé l'incipit très, très intéressant et très inspirant. Donc, j'ai pas pu me retenir d'écrire quelques pages. Dans une société contemporaine où sévissent patriarcat, machisme, ou tout autre phénomène dont je ne connais le nom, mais qui confère aussi primauté et prestige à l'homme d'un côté, même lorsque ce dernier transgresse les lois de la morale,
puis d'un second côté qui dénigre, méprise et appréhende toute femme qui part en quête de son bien-être, aspirant à la liberté. Je veux dire que je me demande, j'ai des questions. Je me demande quand et comment la fraîcheur émotionnelle d'une femme, à quelconque âge, parce que comme vous avez dit, comme vous avez mentionné, et surtout Yvan, une femme, elle reste presque adolescente si elle est nourrie par les illusions et les idéaux depuis son début. Alors je me demande quand et comment la fraîcheur émotionnelle d'une femme à quelconque âge, qui paraît mondaine aux yeux d'autrui, je me demande quand est-ce qu'elle sera respectée, quand est-ce qu'elle sera choyée, et elle sera prémunie et non détruite. Je me demande quand et comment cette fleur pourra s'épanouir dans son champ, sans qu'on la menace d'être déracinée. Je me demande aussi quand et comment seront respectées délicatesse et exquisité d'une fleur. Je suis bien consciente que nombre d'entre nous, jeunes filles ou femmes, n'apprécient pas tellement cette métaphore par laquelle l'on se désigne par une fleur. C'est poétique, mais j'ai eu la remarque de la part de ma mère. Elle m'a dit, on est bien plus que ça. Les femmes, on est bien plus que ça. On n'est pas que des êtres, des créatures émotives, bien émotionnelles, mais on est bien plus que ça. Et puis, tu n'as pas dit que tu les limitais uniquement à ça. Absolument pas. Oui, bien évidemment. Je vais le dire. Tout de suite. À ta maman. Alors, je sais que l'on est bien plus que des fleurs. Exact, voilà. L'on est bien plus sophistiqué que ça. Nous sommes aptes à penser, aimer, Voilà. haïr et agir, le tout à la fois. Alors, mais laissons cela de côté. Je voulais dire simplement par tout ceci qu'il est grand temps que la femme, cet être aimant, soit aimée aussi. À quelconque âge. Que l'on cesse d'apprivoiser son émotion pour la dédaigner de suite et puis la rejeter. C'est cruel. Non. La femme demeure et demeurera libre. Et personne ne lui ôtera cette liberté si elle demeure immuablement l'objet de sa quête. En marge de tout ce qui a été mentionné, je voudrais souligner aussi sur ce fait dont on a parlé auparavant, celui de fantasmer le réel. On en a tendance à fantasmer le réel, et puis on arrive à un certain âge où l'on prend conscience, en quelque sorte, qu'il faut revivre le réel tel quel, et non plus le fantasmer. Il faut détruire toute illusion, et puis adopter le fameux principe stoïque, celui de Carpe Diem, pour ne pas rester la Jeanne de Maupassant ou encore la Félicité de Flaubert, toutes résignées à leur sort. Alors oui, vous avez parlé d'acceptation, accepter son sort, surtout vous, Madame Leila. Mais oui, l'accepter, mais à quel prix? Est-ce que c'est au prix de mener une vie, meilleure, plutôt au prix de rester cloîtré dans un espace où sévit déterminisme et convention sociale? Alors non. Donc j'invite par ces petits mots toutes les jeunes convives, y compris moi-même, mes amis, à s'accepter, oui, à accepter le moment présent, le vivre, les petits détails qui, aussi simples soient-ils, peuvent faire tout notre bonheur. Et cependant, ne jamais, je dis bien jamais, fermer les yeux sur ce que l'on peut changer. Là, j'essaie un peu de me conseiller moi-même en vous le disant. Il faut jamais fermer les yeux sur ce que l'on peut changer pour le mieux. C'est tout. Alors Inès, n'est-ce pas? Ah, bravo Inès pour cette très jolie lecture, très poétique et en même temps très réaliste, d'une grande maturité. Effectivement, il faut jamais fermer les yeux dès qu'on sent que notre dignité est mise en cause. Moi, c'est le résumé. Tant qu'on est respecté, tant qu'on est
bien sûr, on doit s'accepter, on doit suivre ce qu'on s'est tracé comme objectif et profiter de la vie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'adore profiter de la vie. Et surtout, il ne faut jamais que notre dignité soit remise en cause. Et ça, si elle l'est une seule fois, eh ben, on récidive. Donc, ça, c'est vraiment, il le faut. Et là, eh ben, ces jeunes, ils ont les moyens. C'est pas comme nos parents à l'époque. Les femmes ne travaillaient pas. Elles étaient dépendantes d'un homme. Et ça dépendait. Donc là, les femmes ont leur indépendance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de divorces. Les femmes ne veulent plus se faire marcher sur les pieds. Et je trouve qu'elles ont raison. Il n'y a pas de sbar. Non. Jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais voilà. Je vais joindre ma voix à la voix de Leïla, Inès et Yvan, tout en essayant de ne pas répéter ce qui a été déjà dit. Quand j'ai lu le roman, le roman se lit aisément, il est agréable à lire, on le lit aisément, mais en sortant de cette lecture, on se retrouve avec une myriade de questions auxquelles on ne trouve pas facilement de réponse. On se reconnaît dans ce roman, comme a dit la maman d'Inès tout à l'heure, étant femme d'un certain âge, on se reconnaît dans le personnage de Malika ainsi que les autres personnages. Et je me pose toujours la question, quand j'écoutais Yvan tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'on a tous lu le roman de la même manière, avec, voilà, être un homme, un jeune homme et lire ce roman, votre rapport à Malika diffère du mien. Nous, en tant que femmes, avec notre vie derrière nous, de femmes mariées, de mamans, on lit le roman et on se reconnaît dans le personnage de Malika. Est-ce que ces jeunes filles ici présentes vont le lire de la même façon? Quel profit vont-elles tirer de ce roman? Et ça aussi nous renvoie à une autre question, c'est que plus j'avance dans l'âge, plus je suis à l'aise, sans vouloir discriminer la littérature écrite par les hommes, mais on se sent qu'on est, je vais parler de moi-même sans engager les autres femmes, mais on est de plus en plus à l'aise dans cette littérature écrite par des femmes, où l'on retrouve des problématiques qui nous parlent et qu'on ne retrouve jamais sous la plume des hommes ou des écrivains, sauf certains qui forcent le respect. Et là, cela me renvoie, j'ai pensé à Emma Bovary, dans Madame Bovary de Flaubert, puisqu'on a parlé de fantasmer, et on sort de ce roman et on se dit, nous les femmes et peut-être même les hommes, est-ce qu'on aime réellement ou on aime l'idée qu'on se fait de l'amour? C'est-à-dire que voilà, chacun de nous va, à travers les films, la littérature, on se fait une certaine idée de l'amour et on essaie de trouver le prince charmant, sauf que la vie, le réel n'est pas fait que de fantasmes et n'est pas écrit à l'eau de rose. On tombe sur, on va de désillusion en désillusion et on se dit ça aussi, ça fait partie de la vie. Le roman est très riche. Il déploie une large galerie de personnages qui ont en commun, à mon avis, cet aspect, le dédoublement, une sorte de dédoublement de la personnalité où tous les personnages cachent presque un mystère. Ils sont porteurs d'un mystère et on se dit c'est la condition humaine, c'est dans notre nature. J'ai été interpellée par le titre à la sortie du roman. Je vous suivais un peu sur Facebook. Et je vois malentendu, donc il y a le jeu de mots qui met en avant le mâle, M-A-L-E, avec l'accent circonflexe le chapeau, avec la portée masculine du chapeau. Et je me suis dit, ça doit être un roman à portée féministe, avec une facture féministe, une certaine forme d'engagement. Et à mon avis, le roman évoque l'histoire de Malika, de Souha, mais aussi les mamans et les grands-mères derrière qui disent sbar, sbar, sbar. Et à la fin, elles vont goûter à la trahison, notamment la belle-mère de Malika, qui a carrément dérobé les sous-vêtements pour aller les imbiber d'eau de Zemzem, avec l'espoir de voir Amine et Malika reprendre leur liaison.
sauf qu'elle va connaître ce que Malika, elle va vivre la même expérience que Malika, sauf que les réactions sont différentes. Elle, c'est encore pire. Elle se convertit au christianisme et pousse sa fille à se reconvertir tellement elle perd la foi après la trahison du Hajj. Voilà. Mal, à mon avis, le roman évoque l'histoire des femmes, la condition féminine, mais aussi il expose différentes masculinités que je mets au pluriel. Donc le mal est là. Et nous avons, je dirais, ces masculinités conventionnelles, lourdes à porter, toxiques, à travers Amine qui n'a pas su faire son coming out une fois qu'il rentre de ses études en Europe. Il n'a pas eu le courage ou l'audace d'avouer son homosexualité à ses parents, et qui accepte, comme beaucoup d'hommes dans la société qui est la nôtre, alors qu'on préfère rester dans le déni, va mentir, il va se mentir à sa femme, et il va entrer dans le moule, comme tout le monde. Il fonde une famille, il a des enfants, c'est la famille idéale, mais derrière, il a une vie double. Il est assez... on a aussi le mal toxique, c'est Hajj, le beau-père de Malika, voilà, qui viole cette jeune fille adoptée par la maman, la belle-mère de Malika à l'âge de 12 ans. Il est déjà en train de lui pincer les fesses et les seins. Alors qu'on est en pleine affaire Epstein, voilà, la dernière partie du roman. Non, la dernière partie du roman avec William et John, l'américain, et cette femme scandinave qui elle-même est exploitée, et dans les hommes, vous avez cette masculinité prédatrice. Donc ça, c'est votre profil, une masculinité. Si, j'y ai pensé actuellement. Voilà. Je me suis dit, le roman s'inscrit dans l'actualité du dossier Epstein, c'est cette laideur de cette masculinité qui se permet, acquis parce qu'on a les moyens économiques, on peut acheter le corps de ces jeunes filles qui ont des fois l'âge de leur petite fille à ces hommes laids, on les voit dans ce dossier Epstein. Et tout cela nous pousse à nous remettre en question et à remettre en question nos schémas sociaux, toutes ces conventions, la doxa sociale, le poids qu'on fait peser sur les épaules des jeunes garçons à qui on va apprendre à être viril. Être un homme, c'est ne pas pleurer, c'est multiplier les conquêtes. Et donc, en multipliant les conquêtes, on se croit tout permis avec la femme qui devient une proie, et ce qui fausse le rapport avec les femmes. On le voit à travers le cinéma pornographique, à travers l'affaire Epstein. Il y a quelque chose de malsain dans la gestion des relations entre hommes et femmes dans nos sociétés, alors que, je ne sais pas, on refuse de l'admettre. Et on se dit, oui, mais nous sommes musulmans et l'islam a apporté tout un arsenal de lois et de dogmes qui vont régir la relation entre les hommes et les femmes dans le respect de l'un et de l'autre, alors qu'on sait que les traditions en sont tout à fait autre chose. La seule figure masculine qui vient réhabiliter tout cela, c'est la figure du grand-père, amoureux de cette femme espagnole. Lui aussi, il a une double vie, puisqu'il a abandonné cette femme en Espagne. C'est elle qui l'a abandonné. Et là encore, c'est une histoire d'amour qui a été gâchée par amour. La maman, par amour pour sa fille. Et là, on se dit, mais c'est nous, toute cette complexité de la condition humaine. C'est nous aussi, combien de fois on a gâché de belles choses par amour pour ceux que l'on aime. Nous aussi, femmes, dans notre rapport au corps, une fois à la maternité, on est fiers d'incarner les rêves de nos mamans et tous ces récits fantasmés, mais à un certain âge, et là même la science l'a prouvé, je l'ai vu dernièrement à la télévision, la science a prouvé que l'amour, en tant que sentiment, ne peut pas durer au-delà de 5 ans entre deux êtres. Moi, j'ai vu 3 ans. Je l'ai vu aussi. Non, c'est la science qui le dit. On a tous ces doutes qu'on n'ose même pas avouer, même entre femmes, on n'ose pas se l'avouer. C'est-à-dire, nous n'avons pas des cercles de femmes pour se dire que si moi, au bout de quelques années de mariage, j'ai des doutes, que je puisse m'en ouvrir à ma maman ou parce qu'on va vous dire le spa, a'udhu billah, astaghfirullah, alors que c'est humain. Mais on entre tellement dans les moules et on se laisse conditionner par les conventions, par les traditions et par les injonctions et les dictats de la société, qu'on prend des choses qui ne sont pas naturelles pour naturelles. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je sais certainement que j'en rate certaines, mais je ne veux pas vous ennuyer
avec Mon mon analyse. C'est très intéressant. Merci infiniment. Ben voilà, le roman, on en sort et on se pose toujours des questions. Et là, je ne sais pas quelle sera l'approche qui sera faite par les jeunes filles ici présentes. Je ne sais pas, je n'ai pas donné des conseils. Je préfère laisser les jeunes apprendre de leurs propres expériences. Mais je me dis que c'est une mine d'or, tous ces romans écrits par des femmes depuis Virginia Woolf. Et elle est évoquée, avoir un espace à soi, la chambre à soi. Quand elles ne sont pas évoquées, on les sent. Exactement, le rapport au corps, s'accepter, ne pas s'accepter, le corps qui est usé avec le temps, l'image de soi, le doute, la remise en question. Les jeunes filles peuvent tirer des leçons on ne peut plus précieuses si elles savent lire avec le cœur, avec toute leur sensibilité. Apparemment, Avec Inès. Apparemment, oui. Absolument. Quand on a cette sensibilité, cette fille, moi je dis, il faut généraliser, pour parler comme les gens de la finance, il faut maximiser le profit. Maximiser le profit qu'on tire de ces romans. C'est une école, et ça me rappelle Edgar Morin. Ces romans, et notamment les romans écrits par les femmes pour des jeunes femmes comme nous, mais aussi pour les hommes. Moi je me dis, s'il y a quelqu'un qui devrait, ou s'il y a des personnes qui devraient lire, pour mieux connaître la femme, parce que nous restons inconnus les uns pour les autres, ce sont les hommes. Donc on peut faire son éducation sentimentale à partir de ce roman pour les jeunes. Qu'est-ce que je voulais dire en parlant des jeunes? Je viens d'avoir une idée là. C'est parti. Ça va revenir. Ça va revenir, et c'est très important. C'est très important. Voilà, donc le roman est à lire. Il y a aussi le profil de Soha, il y a Malika aussi. Moi j'étais un peu mitigée face à Malika, comme vous l'avez dit. Il y avait une forme de, je ne vais pas appeler cela, un manque de maturité doublé d'une forme d'égoïsme. Parce qu'à un certain moment, ça y est, il oublie les enfants et elle part vivre cette histoire avec William. Et il est dupe jusqu'au bout. Elle se laisse duper par Annie, elle se laisse duper par William. Et on se dit quand est-ce qu'elle va... elle croit en l'amour, elle a envie d'aimer, elle a envie de vivre, elle a envie d'être aimée. Et elle réagit violemment quand elle sent le souffle de Soha dans sa nuque et elle sent que Noura a des... et là, elle devient aussi conventionnelle que sa maman et sa belle-mère. Voilà, je m'arrête là et peut-être qu'on aura l'occasion de reprendre la parole. Pour cette lecture très très intéressante et enrichissante. Effectivement, au début tu as parlé elle va d'illusion en illusion. Oui, je pense que c'est ce qui fait sa résilience, c'est ses échecs, parce qu'elle n'est pas préparée à ça. C'est ça par son éducation malheureusement. Elle n'est pas, comme j'ai dit, préparée à être trahie, à tout ce qui se passe, à ses désillusions. Et puis c'est ce qui l'a fait grandir. Comme vous dites, elle est comme une enfant, c'est vrai, elle a été bercée par des histoires, elle a été bercée par la petite maison dans la prairie, comme je l'ai dit. Elle a été bercée par les propos de Dada qui lui disait elle aura un avenir extraordinaire. Et elle, avec toute l'innocence de son âge, elle l'écoutait, elle pensait que elle disait vrai, etc. Donc elle a construit un mythe autour de tout ça. C'était plus et la réalité, elle était dans le déni et dans le rêve. Et effectivement, quand elle voit qu'on vit dans l'hypocrisie sociale, c'est un peu ce que je voulais dénoncer. Justement, tout est lisse en apparence. Tout est lisse. Surtout dans certaines familles traditionnalistes, il y a tout, l'être humain. Il est le même. De toute façon, tu as parlé de l'être humain. C'est universel. C'est partout. Il y a partout des pervers, comme le père de Amine. Il y a toujours, comme elle a parlé de William et de John, etc., qui font ce trafic un peu ils promettent monts aux jeunes filles pour les duper, etc. Ça, c'est la nature humaine. Il n'y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais. Et je pense que c'est des illusions, c'est ce qui nous fait grandir. C'est ce qui nous mène à cette résilience. Et puis on relativise finalement. On est qui? On est peu de choses. Il faut relativiser. On n'est pas le centre du monde. Et comme vous l'avez bien dit tous les deux, Melika pensait qu'elle était le centre du monde. Elle avait un égoïsme. Et c'est là où elle se dit,
finalement, hein, je ne suis pas grand-chose. Il faut que j'accepte, que je mûrisse, parce qu'elle n'a pas été préparée, tout simplement. Elle n'a pas été préparée à recevoir ces coups durs de la vie. Elle n'a pas du tout été préparée. Et c'est pour ça que c'est une proie facile. Elle va avec William, il la tourne en bourrique, elle a jamais trouvé vraiment une personne qui va l'aimer réellement. Peut-être que c'est son mari, ex-mari, Amine qui l'aime réellement. Parce que les autres, ils l'ont un petit peu utilisée. Elle se positionne en proie facile. Et ça, c'est encore dû à l'éducation. Il y a beaucoup de choses de par notre éducation, du moins pour certains, on est élevé dans un cocon, et ben il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne perçoit pas. Et surtout quand on se marie jeune, à 20 ans, ben on découvre des choses, mais c'est ahurissant. Ça nous vient comme ça de plein fouet. Alors on aimerait bien écouter les jeunes, effectivement. Il y en a une ici. Bien sûr. Moi, j'ai apprécié le côté très philosophique du livre, qui nous renvoie tous à notre vision naïve un peu de la vie et du déroulement de la vie, et à notre quête d'une vie toute tracée, toute lisse. Mais finalement, qu'est-ce qui est meilleur pour nous? Est-ce que votre fille qui dit, moi, je vais pas me marier, je ne veux pas divorcer, est-ce qu'on doit être prudent dans une vie? Est-ce que le divorce est un drame dans une vie? Non, ce n'est pas un drame dans une vie. Hein. Les difficultés, les déceptions, c'est ce qui nous forge. Tout ce qui fait éclater notre ego aussi, nos attentes, et ça nous fait grandir, ça nous forge. Et jusqu'à quel point la vie, quand elle nous contrarie, c'est pas dans notre intérêt. C'est quoi la réussite? Est-ce que réussir notre personne, forger notre personne, ou aller dans une vie toute lisse, comment la tracer? Nous, on doit divorcer, on doit rebondir. C'est vrai. Oui, il se peut qu'on élève. Je vois que notre société, elle est plus dans la peur, dans les conventions, dans les on ne doit pas divorcer, le regard des autres, alors qu'un divorce, c'est pas un drame. Non, du tout. Ça peut être. Voilà. C'est juste un passage d'une vie à une autre. C'est un passage d'une vie à une autre. On mûrit, on grandit, on vit d'autres choses. On redevient célibataire. Oui, toi, et là. Et voilà, votre livre est très, très, très bien écrit, très beau. Moi, j'ai pris le plaisir de le lire, et puis ça m'a renvoyé à ma vie, à la vie de nous toutes, de nos attentes qui sont cassées, mais finalement, c'est une bonne chose. Bien sûr, et pas c'est encore meilleur. Ben merci, et ça m'a fait plaisir aussi d'écouter les lectures des... Merci à vous pour votre intervention, vraiment très, très subtile et très, très fine. Oui, effectivement. Bon, ma fille, elle dit, elle veut pas se marier. C'est vrai qu'elle est un petit peu traumatisée par ce qui se passe autour d'elle. Mais moi, je lui dis, eh ben, tu te maries, et si ça marche pas, au moins que tu aies des enfants, quand même. Vous faites notre bonheur. Comme Amine. Je dis, ben, si ça marche, c'est encore mieux, c'est très bien. Si ça marche pas, ben, C'est pas grave, c'est pas la fin. un bout de vie, une expérience. Oui. Et ça peut marcher, effectivement. Elle a des amies très proches, malheureusement. Elles ont toutes divorcé au bout de très peu de temps de mariage. Donc, ça l'a un petit peu traumatisée. Mais bon, on verra bien. De toute façon, il n'y a pas un seul schéma de vie, de couple, il y a plusieurs schémas. Voilà, donc merci. Je suis entièrement d'accord pour tout ce que vous avez dit, vraiment. Ce qui me, je vais pas dire choqué, non pas du tout, mais ce qui me surprend dans des personnes très proches de moi, deux sœurs,
qui ne veulent pas, qui se sont mariées, tout se passe très bien, mais qui ne veulent pas d'enfants. Elles ne veulent pas d'enfants. Et ça, c'est peut-être que moi je suis encore dans le moule et que moi, les enfants. Mais aucune. Il y en a une qui a 42 ans, il y en a une qui a 39, et aucune d'elles ne va avoir d'enfants. Avec leur mari, tout va très bien. Ils sont d'accord sur tout. Ils vivent très bien, ils voyagent beaucoup. Bon, ben, c'est un peu moi qui suis dans le mot qui ai besoin de servir, de travailler, de prendre sur moi. Bien, merci. Nous passons la parole à la salle. السلام عليكم. مساء النور، مساء الجمال، مساء الإبداع. لحظات ماتعة في هذا الصالون الذي عودنا الانفتاح على الثقافة والشعر والكلمة والقصة وما إلى ذلك. سعيدة جدا أن أتكلم ولو حسب فهمي عن قصة لامرأة، وهذا شيء جميل وعجبني كثيرا، لأن مش حال هذا احنا مع رجال. اليوم كاينة الأستاذة الكريمة. بغيت نقول بقراءة سريعة تكاد تكون وجلة وعاجلة. أسجل أن الأدب الفرنكوفوني بصيغة نون النسوة يظل مطبوعا بالرقة والعذوبة في اللغة وأسلوب الكتابة. كتابة أمينة عاشور الروائية تدور في فلك الأسرة، تحاول استنطاق عناصر الأسرة والعائلة في سلوكاتهم، طبائعهم، أحلامهم، عاداتهم، تقاليدهم، تصوراتهم، استشرافهم للمستقبل. هناك تداخل مجموعة من الأصوات، أصوات الشخوص طبعا الذين يعني يمثلون الرواية ككل، والكاتبة أمينة عاشور تحاول بذكاء الأنثى العالمة الأديبة أن تغوص بل تتداخل نفسيا مع كل الشخوص بحنكة ولبقة ومرونة. نلاحظ أيضا أن هناك حضور طاغ لعاطفة المرأة الكاتبة، هذا شيء جميل جدا بغض النظر عن اللغة، فسواء كانت اللغة كانت رواية مكتوبة بالأدب الفرنكوفوني أو غيره أو بالعربية، فإن يعني القطن النساء المقدس يظل راخيا أجنحته وظلاله البيضاء بين سطور الكاتبة محترمة. إن القارئ لرواية سوء تفاهم من جهة، وتركيز الكاتبة على شخصية ملكة يكاد يجزم أن الرواية هي سيرة ذاتية للكاتبة، ولربما سيرة غيرية لشخصية ملكة التي طبعت شخصية الروائية أمينة عاشور بشكل أو بآخر وبوضوح. نجد أن هناك شبه تماس بين سوء فهم أو سوء تفاهم أمينة عاشور وسوء تفاهم سيمون دي قولوا أنتم المفرنسين، الكاتبة الفرنسية التي لا تعترف بالعيش في ضمن مؤسسات رسمية محاصرة، ولعل في ذلك دعوة إلى حرية بلا حدود مرسومة سلفا. لكن سوء تفاهم الكاتبة أمينة عاشور تظل نجمة ساطعة في الأدب الفرنكوفوني المعاصر، وهي مفخرة للأدب المغاربي، وهي تمثل عالم المغرب يعني بواحد الروح أدبية فاعلة داخل المجتمع. والسلام عليكم. وانا نعطيك واحد الاقتراح، خصك تترجم نتيا هذا الكتاب. والله العظيم والله الا بقوه اللي تكلمت من داك الشر. واخا ما كنهضرش مزيان باللغه العربيه ولكني كنفهم كل شيء، كنهضر بالدارجه قبلوا عليا. ها فرانسوا اش غندير؟
ولكن كيفاش تكلمت على الكتابه على كل شيء والله الا خصها ترجموا ان شاء الله ديريها شحال تعطوني لا ميزون ديديسيون غتعطيك الفلوس فين غتنشروا ملي غتجبر ملي غترجمي ضروري خصنا واحد الوقت بشويه عليك نعطينا نعطيناك الوقت غير وقت داير اليوم غير الا كنتي غترجموا باش الا شي واحد بغى يترجموا نقولوا له لا كاين ديجا ترجمان خلي يكونوا ترجمات لا ما كاين لا ترجمان يكون عندها البصمه ديالها وعندها الخصوصيات ديالها وي سيمون دو بوفوار شكرا اللي ذكرتيها لانك parmi les auteurs qui m'a inspiré ما بين الكتاب اللي كنت كنقراهم وكانوا كيعجبوني على داك الحريه ديالهم اكزاكتومون شباب الدكتورة ديالتنا بالنسبة للظواهر الاجتماعية يعني الغربية اللي ما كتخصش الأسرة ديال الإنسان ولكن هي ظاهرة يعني يمكن نقولوا كاع ظاهرة إنسانية واش من خلال التصورات ديالك يمكن واش طرحتي بعض الحلول أو بعض الاقتراحات بالنسبة لهذا العصر ديالنا وكيف طريقنا وكيف واحد مسائل جدد في عالمنا الحالي أنت ككاتبة هل لك رؤية في هذا المجال ديال عندي رؤيه ولكن ما يمكنليش انا ما شكون انا باش يكون عندي شي حلول او شي Oui, oui, oui. Je pense qu'à la fin de la citation, هاي السيده بغات تقرا واحد la citation لقالت à la fin du livre, vous avez اخر répondu. الكتاب اخر في ورقه الآخر ديال الكتاب Madame Achour, je sais que ma vie je sais que ma vie sera continue. اخر Un جمله continuel voyage sur une mer incertaine. C'est une raison pour que je construise mon bateau solide. Elle a bien dit que qu'il faut juste voyager dans le monde. C'est-à-dire, c'est toujours incertain, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution, il faut se laisser entraîner. Et c'est ça, المجال مفتوح ياك هاي غادي تعاود تشوف لينا خلاتو ماشي ساهل سي كومبلكس لان هاد المشاكل وهاد لي ديزيلوزيون اللي هضرنا عليهم اللي كيوقعوا لنا كلنا في الحياه منهم باش كناخذوا خبره وكنتحسنوا والحياه كلها خصنا نبقاو ناخذوا ديك الخبره كنقويو فوالا على حسب ما قالت هنايا شكرا Oui. Que de ce qu'on connaît et de nous-mêmes. أنا ملكة quand j'ai le personnage de ملكة درتو عاش في الرباط قرا في الرباط لا فامي تراديسيوناليست دار الرباط كيفاش أنا واخا من بعد هي غيكون عندها واحد مسار آخر ماشي ديالي ولكني ضروري on ne parle que de nous-mêmes malgré tout même après on romance évidemment ولكن خصك تكتب لي نوفيل بيسكو تو توش tu nous as وفي الاول ملي كنتي كتهضر على ملكه الاولى ماشي ديالك ملكه ديالك عجيبه فريمون سي اون نوفيل جوستومون هضرتي على لا ريزيليونس وعلى ce qui nous fait grandir et ouais justement Melika et ça on n'a pas évoqué ça elle va justement grandir en faisant des études. Elle va combattre alors qu'elle avait eu sa licence. Elle s'était donc consacrée à sa maternité. Mais après, elle va faire son 3e cycle, elle va s'inscrire dans un doctorat, elle va faire beaucoup de choses. Et je crois que ce qui peut sauver, notamment plus les femmes que les hommes, ça sauve tout le monde évidemment, c'est l'instruction, c'est les études. Je crois que malgré tout, avec les études, il y a l'ascension sociale, il y a l'ascenseur social. Et puis, on devient mature, indépendant, etc. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, il faut toujours aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses... Oui. Je ne sais pas, la vraie maturité, parce qu'on la voit, c'est vrai qu'il a repris le chemin de... Moi, je suis comme Madame Amina Achour, je reste convaincue que ce qui
sauvera l'humanité et surtout ce continent africain. Moi, je parle à partir de là où je suis, je parle souvent du continent africain. Pour moi, la seule voie possible, c'est l'éducation. Donc, on est d'accord là-dessus. Et surtout pour les jeunes filles, dans des sociétés patriarcales comme les nôtres, il n'y a que l'éducation, parce que c'est aussi une question de domination économique que les hommes exercent sur les femmes, et on tient les femmes, justement, on laisse sur le plan économique. Mais je ne sais pas, Malika, elle reprend ses études après pas le divorce, mais la séparation. Et on la voit encore se faire berner, duper par ceux qu'elle rencontre. Elle ne comprend pas son amie Soha. Mais à mon avis, la vraie maturité, elle arrive quand elle ressent pour la première fois, et ça a été bien expliqué par Yvan tout à l'heure, c'est quand elle ressent pour la première fois la compassion et l'empathie. Quand elle visionne le documentaire réalisé par Soha, où elle raconte son propre viol par son oncle, après l'accident et la mort, le décès de ses parents, là, elle commence même à s'engager avec Soha en faveur des autres voix et des autres femmes victimes de ce genre de violence. Et moi, je me dis, si on arrive à associer les deux, et je ne sais pas si on peut les dissocier à l'origine, parce que pour moi, l'éducation, ce n'est pas qu'apprendre ce qu'il y a dans les livres, mais l'éducation, ce sont les valeurs que nous transmettons à nos jeunes. Et c'est pour cela que je me dis que si un pays a envie de sortir la tête de l'eau, il doit être très exigeant sur la qualité des enseignants qu'on met dans les écoles et que les enfants fréquentent après la famille. C'est-à-dire, si on arrive à inculquer des valeurs comme la compassion, l'empathie, se mettre dans la peau de l'autre, et c'est de là, je dirais, la grandeur des humanités et des sciences humaines, qui sont aujourd'hui, je dirais, dont l'importance est minorée en comparaison avec ce que le monde entier met en avant. Les humains, STEM, c'est-à-dire les sciences, l'ingénierie, les technologies, les mathématiques. On a tous envie de former nos enfants aux mathématiques. On a envie de former des ingénieurs et des médecins. Il y en a marre de ces médecins et de ces ingénieurs. Ils sont utiles, mais nous avons aussi de promouvoir, d'encourager la sensibilité, le cœur à travers les sciences humaines, le théâtre, la littérature, la philosophie. L'enfant se met à la place de l'autre. Demandez à un garçon de jouer dans une pièce de théâtre le rôle d'une jeune fille qui se fait agresser ou se mettre dans la peau de quelqu'un et jouer le rôle de quelqu'un, il ressentira la douleur, il ressentira la domination à même la peau, et c'est là qu'on forme des humains réels. Et à mon avis, si on arrive à conjuguer les deux, une bonne instruction associée à la compassion et aux valeurs, là, nous serons à même de former l'humain, je dirais, à l'échelle mondiale, mais commençons d'abord par le Maroc, par le continent, et pour aller au-delà de ses frontières. Voilà, donc pour moi, elle mûrit réellement avec le documentaire de Soha, l'empathie. Et Sheima est carrément dans l'empathie. Voilà. De tout ça, je suis complètement d'accord. Moi aussi, complètement d'accord, bien sûr. Et quand on apprend l'empathie, quand on, justement, tout ce qui vient du cœur, on devient actif, on est dans l'action, on compatit, on fait des choses on est humain, tout simplement. On est dans l'humain, dans l'humanité. Et c'est ce qui manque parfois aujourd'hui, malheureusement. Oui, c'est vrai, énormément. Et aussi que les mamans ne privilégient pas dans la famille le garçon et qu'il se fasse servir par la fille. Je pense que qu'il soit éduqué, ça commence. Il faut qu'il soit éduqué de la même manière et que, oui, moi j'avais mon fils qui quand même, comme il a 7 ans de plus que sa sœur, il lui disait va me chercher ça, elle était tellement gentille, elle voulait, et moi je ne réagissais pas. Et un jour, bon, gentiment, elle m'a fait la remarque. Elle m'a dit quand il me demandait d'aller lui préparer un panini ou d'aller lui faire un truc quand il avait pas envie, tu lui disais pas non, vas-y toi. Tu peux, qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, j'ai été éduquée comme ça. J'ai pas fait attention. Mais c'est toi qui voulais. Moi, je te demande. Oui, c'est moi qui voulais. Mais il aurait fallu nous ouvrir. C'est toi la maman. Lui dire non, tu laisses ta sœur tranquille et tu bouges. Tu vas le faire toi-même. Bah, c'est vrai que j'ai pas eu la présence d'esprit de faire ça. Voilà. Oui. Très bien, parfait. Oui, attends, il y a moi qui voudrait. Juste une question. Si Malika était Malika, on aura la même histoire ou pas? Si Malika était Malik, eh ben, Malik aurait eu l'histoire de Amine, en fait.
le penchant de Malika, c'est un peu Amin. C'est lui qui a trahi. On aurait eu une trahison, forcément. C'est le contraire. Il a été trahi par sa Amina. Oui, par Malika. Oui, si lui... C'est vrai. Mais je pense que selon les statistiques, il y a beaucoup plus de femmes trahies par les hommes et dans le monde entier. Je crois qu'au Maroc encore plus. Oui, ça ne veut pas dire que les femmes ne trahissent pas. Là en France, voilà partout, dans le monde entier, en Europe, Les dernières statistiques montrent que ce n'est pas beaucoup plus de trahison côté masculin. Ah oui, ça a évolué. Il faut la parler. Peut-être qu'on a honte de dire qu'on était trompés. C'est vrai, parce que la virilité, on n'ose pas, même quand on le sait, on le cache, etc. C'est peut-être vrai. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas quand c'est les hommes, c'est bien, il est viril, c'est normal, il n'y a pas de problème. Plus il a de conquêtes, le mieux c'est. Mais quand c'est une femme, mais c'est la honte, c'est pas possible. Mais je pense que l'humain restera l'humain partout. C'est ça le caractère universel de la chose. Si on n'avait pas été dans le cadre d'une société patriarcale où la conquête, elle est beaucoup plus pour les hommes, un homme trahi par une femme, c'est la même blessure. Vous avez fait confiance, vous avez... Non, elle ne serait pas pire. Justement, c'est quand vous entrez dans les considérations et les dictats, voilà, de la société et du patriarcat. C'est là, on va dire, l'homme, quand il est cocu, quand il est trahi, quand sa femme le trompe, c'est son image de mâle viril, incapable de satisfaire cette femme qui prend un coup. Une femme, quand son mari la trompe, c'est son orgueil, c'est sa fierté, c'est son amour propre qui prend un coup et il dit, mais qu'est-ce qu'il lui trouve et que je n'ai pas. C'est là qu'elle a commencé à remarquer. Et justement, c'est presque automatique dans toutes les relations, que ce soit ici ou ailleurs, une femme quittée par son mari ou bien trompée par le mari, trahie, la première chose qu'elle va faire, ça commence par la dépression, le pyjama, et puis on en sort, et on a envie de se venger, et qu'est-ce qu'on fait? C'est la revanche, on se fait encore plus belle, mais là encore pour dépendre d'un autre homme et plaire, pour retrouver. Il faut que nos filles soient éduquées en dehors de cette dépendance, qu'elle soit financière, mais surtout l'image de soi. Une fille peut être heureuse en se suffisant à elle-même. Quand elle est heureuse, avec une âme sœur au sens propre du terme, c'est-à-dire quand elle finit par trouver quelqu'un qui l'aime réellement, qui essaye de la comprendre, parce que c'est cela l'amour, je ne sais pas, il nous arrive des fois de rencontrer cette âme sœur, ou des fois vous n'avez même pas le besoin d'ouvrir la bouche, la personne vous regarde et des yeux et vous dit je sais que quelque chose ne va pas mal. Je dis aux jeunes filles que ça c'est possible, ça arrive. Aujourd'hui, oui, c'est de plus en plus rare, c'est juste parce que le capitalisme, les injonctions financières, le matérialisme, c'est-à-dire ce schéma social mondial, cet ordre du monde qui est complètement tordu, il fait entrer tout. En fait, l'argent est partout, on l'a vu, il est dans le sport, il est dans le relationnel, il est dans les relations. Un homme aujourd'hui pour apprendre comment traiter une jeune fille, il va ouvrir son téléphone à l'âge de 6 ans et on visionne des films pornographiques et on pense qu'une femme, c'est cela. C'est un corps, mais c'est une anomalie. On commence l'éducation. Les parents, l'école, tout le monde a failli. C'est pour cela que j'insiste sur l'importance des humanités, de l'éducation, de la parole, du dialogue. Et qu'on réhumanise ces enfants et leur dire l'amour n'est pas une faiblesse. Moi, c'est un discours que je tiens avec les jeunes à l'université, à la fac. Tous les jours, je leur dis, pourquoi vous avez... Ils ont honte de parler d'amour. Je leur dis, allez-y, mais parlez. Ils disent, ah, les filles sont matérialistes. Les filles disent, ah, on leur fait pas confiance. Ils multiplient les conquêtes. Je leur dis, voilà, tout part sur un malentendu. Et il faut l'évoquer avec les jeunes. Je sais que les jeunes filles ici se posent des questions. C'est tout à fait normal. À partir de la puberté, on se pose des questions. Et on essaie toujours d'aller chercher des questions à défaut de les voir ou de les avoir par la voie de l'école, les parents, on essaye de lire. Nous, on essaye de lire Flaubert, Balzac, et on essaye de trouver des définitions de ce que c'est que l'amour, la trahison, l'amitié, la mort. On essaie. La littérature vient nous sauver. Oui, lisez, mais il faut aussi que dans les écoles, cette éducation soit faite. À côté des mathématiques, de la physique,
Initions nos jeunes, réinitions nos jeunes, leur apprendre que l'amour n'est pas n'est pas chouma, et que tomber amoureux ne fait pas de vous un sujet faible par définition. L'amour, ça vous agrandit, ça vous grandit, l'amour c'est beau, mais il faut le redéfinir. L'amour, ce n'est pas que la famille, que l'argent, que le matériel, que la consommation, que la trahison, que la conquête, que la virilité. La femme n'est pas qu'un corps. Il y a beaucoup de malentendus entre les deux genres, pour ne pas parler de sexe. Et encore, là aussi, je dis les deux genres et je remets en question les gens. Qu'est-ce que les deux genres? On le sait aujourd'hui. Moi, je tiens ce discours et des fois, on a envie de me lyncher, mais je le dis. Est-ce qu'on a vraiment compris la question du genre? C'est une question. J'ai assuré un cours d'études féministes avec au sein du département de philosophie. Je le fais en arabe. Et là, on était parti d'un certain nombre de malentendus. J'ai vu des jeunes garçons accuser les jeunes filles. On a tout déconstruit avec Simone de Beauvoir, Manon Garcia et avec Lerner. Il faut vraiment une éducation. Sauf que pour nous, ça, ce n'est pas important. Des maths, la physique, former des médecins. Oui, mais des médecins malheureux, des ingénieurs malheureux. Et j'en vois. Nos jeunes sont malheureux parce qu'on ne leur parle pas de ce qui fait leur humanité. Ils sont faits de cela. L'amour, les sentiments, vivre en société, les liens. Nous sommes faits de liens. Et les liens sont très, très importants pour former un être humain, un individu, je dirais, de manière vraiment saine. Voilà, donc c'est pour cela que je vous conseille lire et nous parler avec les jeunes. Les parents, ça fait partie de l'éducation. À l'école, assurer des cours sur les relations, repenser. Il faut repenser les relations. C'est une question de courage et d'audace. C'est aussi un manque d'imagination, moi je dirais. Imagination à tous les niveaux. Manque d'imagination politique, pédagogique. Nous manquons d'imagination et nous manquons de courage. Vous avez besoin d'encadrement pour éviter le malheur de Amin, de Malika, de Soha et de tous ces personnages, à mon avis. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui. La crise de nous avons une crise de civilisation. C'est le modèle de civilisation tel qu'il est pensé depuis l'Occident qui doit changer. Et c'est pour cela que nous pensons à créer cette école. Absolument de pensée. Une école de pensée critique avec les jeunes que peut-être nous allons lancer à partir de l'année prochaine. Nous espérons le plus tôt possible. Avec des étudiants. Attends. Bon, vous voulez parler par rapport à ce qu'elle a dit? Je voulais juste dire qu'elle a évoqué un élément très très important. C'est toujours, on se regarde, les femmes, dans les yeux de l'homme. Toujours. La façon, depuis qu'on est jeune, de nous habiller, de nous coiffer. Il y a toujours ce regard extérieur. Donc, ça, je pense que c'est une servitude. On peut dépasser ça. Voilà, ça c'était... Qu'est-ce qu'on est heureux quand on l'a dépassé. Vous parlez de dissociation, justement. On a étudié cette... J'aime toujours pas par respect, mais je vais essayer. Vous avez parlé de dissociation, et ça aussi, ça a été étudié par les grands théoriciens, c'est que la jeune fille, dès l'âge de 14 ans, quand elle commence à avoir les signes de... Je ne vais pas parler de féminité, mais on commence à avoir des rondeurs, des seins, son corps ne lui appartient plus. À l'âge de 14 ans, la fille se sent dissociée de son corps qui ne lui appartient plus. Il appartient aux jeunes d'herbe, il appartient à tous ces hommes dans la rue qui vont Et ça crée une sorte c'est une scission, c'est une fêlure et après on se définit à travers le regard de l'homme. On fait tout pour plaire. Voilà, le poids, il faut s'épiler, il faut se maquiller, il faut plaire. Et quand on ne plaît pas, on se sent... Non, il faut se suffire à soi. Mais on commence à inculquer l'idée dans les têtes de nos enfants, de nos filles spécialement, que si on fait quelque chose, c'est pour nous-mêmes, pas pour les autres. Absolument. Yvan, qu'est-ce que tu voulais dire? Tout comme il reste encore des femmes, les gardiennes du temple, comme la grand-mère de Spal. Les femmes, des fois, entretiennent le patriarcat. Oui, il faut travailler. C'est ça, exactement. Ils sont exacts. De toute façon, les futures grand-mères, ce sont les jeunes filles d'aujourd'hui quelque part. Oui. Ça change. Sur le long terme, ça va vraiment changer. Espérons-le. Il y a quelque chose que Madame Anana a dit qui m'a donné la tentation de jouer au psy. À un moment, elle a fait une remarque que je n'avais pas du tout remarquée, mais que j'approuve absolument. C'est que tout le monde dans le roman joue un double jeu. Tout le monde a une seconde personnalité, a quelque chose qui cache. Ça m'a fait penser à cette citation qu'on attribue souvent à Kafka, où il dit
qu'il a eu honte de lui lorsqu'il s'est rendu compte que la vie était un bal masqué et qu'il était le seul qui était venu sans son masque. Et donc, je me suis demandé, est-ce que c'est pas pratiquement la même situation que vit Malika? Mais en même temps, je me suis dit, est-ce qu'elle n'a pas porté son masque parce qu'elle voulait ou bien parce qu'elle avait peur du masque? Parce que j'ai pensé à la scène où elle a pris le masque de Françoise et qu'elle a été huée. C'est vrai. Et donc je me dis, est-ce que ce n'est pas peut-être la tentation de jouer au psy? Est-ce que ce n'est pas peut-être cette scène de l'enfance-là qui lui a fait honte et qui l'a fait pousser à se dire, je ne vais plus jamais porter de masque, je vais juste être moi. Et que cela lui a joué des tours après. C'est juste. Bravo, bravo, mon ami. Bravo, les amis. En fait, depuis qu'elle est petite, elle porte le masque. Elle fait ce qu'on lui demande de faire. Elle est dans la doxa, dans les schèmes sociaux. Et c'est après, évidemment, elle va porter un autre masque, mais ça sera le masque de l'adulte. C'est un peu l'hypocrisie, vu la citation que vous avez lue. Eh ben oui, tout le monde joue un rôle dans la société. Mais on peut faire tomber les masques, mais on ne le fait jamais tomber tout à fait. C'est pas possible complètement. Quand on est plus seul, on joue, on commence à jouer. On peut pas faire tomber le masque quand on parle à son père, à son grand-père. C'est pas possible. Ça, c'est des exemples, mais il y a plein de situations où on est obligé de porter un masque. Voilà, c'est. Mais parfois, il faut faire les coulisses. Les coulisses, oui. Un texte que j'étais invitée à Bordeaux pour parler parce qu'ils ont trouvé que dans mon livre, il y avait l'exil. Et moi, je n'avais vraiment jamais pensé à ça. Et donc, voilà, j'ai intitulé « L'exil sans départ ». Et tout est pris du livre. « Exil sans départ ». Et ça, j'ai trouvé ça très pertinent parce que effectivement, toute l'enfance, c'était un peu l'exil pour moi et pour Malika dans le texte. Malika regardait à travers le hublot la brume métallique que venaient iriser par endroits les couleurs de l'arc-en-ciel. Son esprit vagabond survola ses souvenirs. Malika à la Sorbonne, qui l'eût cru? Petite, elle n'aimait pas l'école. On lui apprenait des choses qu'elle ne connaissait pas, dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Heureusement, Dada était encore là avec ses histoires merveilleuses. Le soir, au lieu de s'atteler à ses devoirs, elle se réfugiait dans la pièce à vivre, appelée la petite chambre, blottie aux côtés de Dada, dont les effluves épicés embaumaient l'air. Celle-ci lui racontait sa propre histoire en n'omettant aucun événement, du jour où elle fut kidnappée jusqu'à celui où elle atterrit chez les grands-parents de Malika, en passant par ses ventes et achats en tant qu'esclave. Malika dévorait ses contes fabuleux, les catastrophes qu'elle avait évitées et les péripéties allant des dangers traversés dans le désert aride aux couleuvres aux yeux d'étoiles terrassées d'un coup de galet. Sa vie était un conte. Elle modulait sa voix en fonction de la gravité de la situation. Tout s'animait sous ses paroles et la petite chambre se transformait en désert de dunes. Elle était l'héroïne de son propre rôle. Parfois, elle interrompait le cours de son récit pour caresser son chat qui bondissait sur ses genoux. Malika a observé le dos noir de sa main qui contrastait avec la paume jaunie, comme si le safran pur dont elle avait si souvent enduit les viandes et les volailles y avait des teints à jamais. Elle ne se lassait pas de réécouter la même histoire, celle de Dada. Elle l'absorbait à chaque fois avec la même avidité. C'était son conte préféré, beaucoup plus affligeant, plus émouvant que Blanche-Neige ou Cendrillon. Aînée de sa fratrie et surtout première petite fille de ses grands-parents maternels, Malika fut accueillie à sa naissance avec tous les honneurs dus à son rang. Élevée dans un cocon feutré, il lui était difficile d'en être arrachée pour aller se fondre dans l'anonymat inhospitalier de l'école. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, elle attendait avec hâte les vacances pour s'adonner frénétiquement avec son frère et sa sœur aux jeux de marelle, cache-cache, élastique, osselet. Libre chez elle, elle ne comprenait pas pourquoi on l'extirpait de son monde aimant et protecteur pour la tenir en laisse 6 heures par jour dans un camp de concentration. On lui a enseigné le loup et le chien. Elle s'identifiait au loup sans pouvoir s'enfuir et courir encore.
La répression qu'elle subissait lui était insupportable. Ne bouge pas, ne ris pas, ne parle pas, ne respire pas. Écoute, écris, apprends, récite. C'était apparemment le tribut à payer pour une liberté future. Elle se déconcentrait, rêvait, son esprit errait. La maîtresse l'interrogea. Bon, ça vous savez. Quand mettons un verbe à l'infinitif, quand deux verbes se suivent, la maîtresse sourit et l'encouragea du regard. Elle prenait confiance, elle était sur la bonne voie. Melika reprit d'un ton sûr. Quand deux verbes se suivent, le troisième se met à l'infinitif. Éclat de rire, même la maîtresse, secouée par un rire irrépressible qui se transforma en gloussement, lui intima de la main l'ordre de s'asseoir. Elle entendit en chœur, quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Dans sa logique, quelque chose n'allait pas. Si deux verbes faisaient l'action de se suivre, il en fallait bien un troisième pour se mettre à l'infinitif. Elle abandonna. C'était trop dur pour elle. Depuis ce jour, elle avait retenu la règle par cœur, mais n'avait jamais su l'appliquer. D'ailleurs, deux verbes ne se suivent que rarement. Souvent, un mot intrus se glisse entre eux. Elle enviait sa grand-mère, qui semblait porter en elle une forme de bonheur tranquille, alors même qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Sa mère n'avait pas atteint le certificat d'études primaires et ne l'était pas moins. Les deux femmes sortaient presque tous les jours, allaient rendre visite aux tantes, oncles, cousines, et recevaient à leur tour amis et familles autour d'un thé à la menthe, accompagné de délicieux gâteaux. Elle avait commencé par résignation au début à apprécier la culture française véhiculée dans ses livres de lecture. Elle en fut même envahie. Elle était happée par les images de maisons aux toits d'ardoise, recouverts de neige, de sapins de Noël décorés de boules multicolores et de guirlandes scintillantes. Elle s'imaginait emmitouflée dans un anorak, comme ses enfants aux pommettes vermeilles et aux cheveux d'or, faisant du ski, alors qu'elle n'en avait qu'une vague idée. Elle voulait ressembler à tout prix à ses petits camarades français, et pour ce faire, elle s'inventait des vies selon les circonstances. Un jour qu'elle venait de l'école avec son amie Odile, celle-ci lui demanda « Tu es tombée où ?»« Au ski. »« Tu sais skier ?»« Oui, bien sûr. »« Tu skis ou tu fais de la luge ?»« Mon Dieu, terrain glissant, c'est le cas de le dire. »« Je skie et je suis tombée en skiant. Tu devrais me les montrer, tes skis. Mes parents viennent de m'en offrir pour Noël. »« Tu as skié où ? À Ifrane ? À Ifrane. Tu veux dire Michlifen. » Elle connaît mieux que Melika, elle dit n'importe quoi. « Moi, je préfère Luca, lança Odile hautaine. Michlifen, Luca Michlifen fut son leitmotiv pendant plusieurs jours. Melika ne mentait pas vraiment. Pendant qu'elle jouait dans le jardin sur ses patins à roulettes en compagnie de sa sœur, elle s'imaginait en train de skier. C'était son ski à elle. Elle slalomait sur les petites pistes de bitume quand sa sœur la poussa et qu'elle tomba sur son bras. La douleur était vive. On s'affaira autour d'elle. Sa grand-mère lui massa le bras avec de l'huile chaude et l'enroula dans une pâte à base de son et de vinaigre. On commençait par les trucs de maison d'abord. Le verdict était tombé. C'était une fracture car elle n'arrivait pas à bouger les doigts. Elle aurait enfin, elle aussi, le bras plâtré, comme certains de ses petits camarades qui revenaient bronzés avec un bras ou une jambe dans le plâtre à la suite d'une fracture au ski. Enfin, elle susciterait l'admiration des élèves. On la questionnerait et la maîtresse la traiterait avec indulgence. Son grand-père, furieux après sa chute, mit les deux paires de patins à roulettes à la poubelle. Et ça, c'était vrai. Il ne comprenait pas que l'on puisse offrir des engins si dangereux à des enfants. Melika s'aperçut que plus elle mentait, plus on la croyait, et plus elle devenait intéressante aux yeux de ses camarades. Elle inventait de gros bobards afin d'attirer leur attention, et pour tester leur crédulité, elle poussait l'imposture toujours plus loin. Apprenant que les enfants de parents mixtes avaient deux prénoms, elle décida que sa mère serait française et se choisit comme second prénom Françoise. À l'école française, elle voulait s'appeler Françoise. Heureusement que sa mère respectait sa volonté en ne venant jamais la chercher à la porte de l'école Paul Cézanne. Certes, sa djellaba était chic, ses cheveux découverts, mais Melika aurait tellement voulu voir sa mère à bord d'une petite voiture coupée comme certaines mamans. Surtout la maman d'Odile qu'elle regardait avec envie. La villa d'Odile se trouvait à l'intersection de l'avenue Aristide Briand et de l'avenue de France. Sa position stratégique lui conférait un statut particulier. Elle servait de point de repère au rendez-vous. Sur la porte, un grand écriteau. Chien méchant.
en guise d'alarme de sécurité. Vous voyez ça beaucoup avant dans les villes là. Elle se sentait flattée lorsque la maman d'Odile, qui venait parfois chercher sa fille à bord de sa Fiat rouge, lui proposait de l'accompagner chez elle. Odile baissait le siège avant et Malika s'y coulait à l'arrière avec la souplesse d'un félin, humant la fragrance suave de parfum qui planait et l'enveloppait. Elle observait ses ongles longs, limés, polis, vernis de rouge et pensait que la maman d'Odile atteignait le summum de l'élégance. Mais le raffinement parvenait à son comble lorsqu'elle fumait au volant de sa voiture. La mère idéale, quoi. Malika se promet qu'une fois adulte, elle se vernirait les ongles en rouge et fumerait au volant d'un coupé rouge. Au lieu de dire, quand je serai grande, je vais être, je sais pas quoi, médecin ou ingénieur, elle veut fumer. La mère d'Odile ressemblait en tout à une actrice de cinéma avec ses jolies robes et ses foulards noués autour du cou. Les foulards, dans la famille de Malika, même si on leur donnait un aspect ornemental dans la façon de les ajuster ou de les nouer, avaient pour fonction première de couvrir les cheveux. Comment peut-on avoir une mère plus belle encore que la maîtresse d'école? Elle utilisait souvent ses lunettes comme bandeau pour ses cheveux châtains et flamboyants. Ils intriguaient Malika qui remarquait qu'ils changeaient régulièrement de couleur et de longueur. C'était magique pour elle. Sa mère pensait qu'elle délirait lorsqu'elle lui en faisait part. Elle enviait Odile qui ne semblait pas mesurer sa chance et osait même parfois se montrer désobéissante. En attendant de ressembler à la mère d'Odile, car son unique ambition était de devenir aussi française que possible, elle affectionnait son prénom d'adoption, Françoise, qu'elle se répétait en silence, dans son intimité, comme on se répète le nom de l'être aimé. Elle l'écrivait sur une feuille de papier et admirait le CCD. Elle s'appliquait à donner la bonne taille à son excroissance. Quel joli prénom! Il se rapproche tellement de France, de française. Elle en remplissait de feuilles entières. Malheureusement, l'enchantement ne dura pas longtemps. Un jour, alors qu'elle jouait tranquillement aux osselets avec sa sœur, l'une de ses camarades frappa à leur porte et demanda à voir Françoise. Croyant qu'il s'agissait d'une erreur, son père signifia à la petite qu'aucune Françoise n'habitait les parages et pour son malheur appela Malika pour en attester. Voulant venir en aide à la petite fille, il était loin de se douter qu'il humiliait la sienne. L'imposture fut ainsi découverte. Le poteau rose. Tous ses camarades allaient savoir qu'elle n'était qu'une petite menteuse. Dans leur cruauté, ils le diraient même à la maîtresse, s'esclafferaient, la ridiculiseraient. Elle les imaginait sautant, criant, jubilant de tenir leur proie. Ils seraient tous contre elle, les enfants comme les politiciens, se rallient toujours au plus fort. Le lendemain, elle s'inventa une angine pour rester au lit quelques jours et gagner du temps. Elle savourait tant et si bien sa journée de repos qu'elle en oubliait ce qui s'était passé la veille. Soudain, des éclats de rire la firent sortir de son monde ouaté et serein. Son frère et sa sœur revenaient de l'école particulièrement excités. Déjà à l'heure du déjeuner, elle n'avait pas senti le temps qui, à l'école, s'étirait de tout son long. « Bonjour François, ça va mieux ?» ironisa son frère. « Laisse Françoise tranquille, tu ne vois pas qu'elle a besoin de repos ?» renchérit sa sœur. « Maman !» cria le frère. « Françoise a faim, Françoise par-ci, Françoise par-là. » Impossible de les arrêter. Malika garda son calme et finit la surprise. Elle essaya de changer de sujet, mais les petits diables ne l'entendaient pas de cette oreille. Comment faire pour arrêter les dégâts? Et si ses parents venaient à découvrir la supercherie? Elle les décevrait. Elle serait la risée, non seulement à l'école, mais aussi chez elle. Heureusement, ils n'accordaient aucune importance à cette histoire qui s'éteignit aussi vite qu'elle avait commencé. D'ailleurs, l'un de leurs jeunes favoris avec son frère et sa sœur n'était-il pas de franciser les prénoms marocains de leurs proches? Les grands-parents, Miki et Khneta, et ça c'est vrai, s'appelaient désormais Mike et Canet. On l'a même mis sur la boîte aux lettres. Le lendemain, son frère et sa sœur la rebaptisèrent Malika ou encore Kika pour faire bien, être dans le style, et tout rentra dans l'ordre. Françoise, ce prénom tant chéri, perdit de sa magie. C'était la rupture avec un monde qui n'était pas le sien. Elle en avait été impitoyablement éjectée. À sa grande surprise, il n'y eut pas de suite à l'école non plus. La petite qui était à l'origine de son malheur, après s'être acquittée de sa tâche en transmettant le message à la famille, semblait avoir oublié le canular. Cet événement fut une bonne leçon pour Malika, résolue désormais à suivre l'enseignement de son père, qui lui avait assez répété que mentir faisait partie des péchés capitaux de l'islam. Merci pour votre écoute. Eh bien, je suis ravie, je suis contente pour cette rencontre. Merci beaucoup pour votre présence.
Merci à Leila Binbin pour sa lecture. Merci à Madame pour aussi son intervention. Merci Inès. Merci beaucoup Hanan pour tout ce que tu as dit, pour ta lecture, pour tes éclaircissements, pour beaucoup de choses que je n'avais pas vues. Et bien sûr, Yvan, merci beaucoup. Le seul mal. Elle est vraiment, mais pas mal entendu, un mal avec qui on s'entend. Et puis, pour être en accord, pour s'entendre avec soi-même, il faut suivre son instinct, suivre ce qu'on aime, suivre ses passions. Et voilà, le mot de la fin. Et je vous dis, ou à très bientôt, bien entendu, j'espère bien que je serai encore invitée dans le salon de Leila. Il y a encore tellement de choses.